pour cette session consacrée à la douleur. On va aller, je vous le dis très clairement, on a une demi-heure de temps de questions, donc on a vraiment du temps prévu pour vous. Donc allez-y. On va commencer par vous, monsieur, devant. Bonjour. Bon, je m'appelle M. Lambert Pirot. Je suis atteint de la maladie Parkinson. Bon. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez l'aider à tenir le micro ou que le micro soit bien près de sa bouche pour qu'on vous entende bien dans la salle? Ah, d'accord. Ok. Bon, je suis atteint de maladie Parkinson depuis attendez. Ouais, fin de 2012-2013. Bon. Et puis, voilà. Maintenant, je sais que je suis atteint de ça. Et puis, ça, je vous demande vraiment, est-ce que en vieillissant, enfin, toutes les heures, disons, le jour qui passe, est-ce que, comment dirais-je, on perd ses activités? Régresser d'activité. On perd. Perdre. On perd de l'activité, oui. Oui, c'est ça, perdre sa capacité d'activité. Capacité, d'accord. Professeur Damier. Oui, je connais ça, oui. Effectivement, un des soucis dans cette maladie de Parkinson, c'est que c'est une maladie qui a un potentiel évolutif. Donc, quoi qu'on fasse aujourd'hui, en termes de traitement, la maladie va progresser. Alors, à des vitesses extrêmement variables d'un patient à l'autre, parce que ce qui est important, c'est de bien avoir en tête que la maladie est vraiment propre à chaque patient. Donc, on ne peut pas se projeter sur ce qu'on voit sur un autre, sur soi. Et puis, outre la maladie qui avance, l'âge avance aussi. Donc, on va avoir une interaction, processus du vieillissement, qui est variable là aussi d'une personne à l'autre, et progression de la maladie. Et est-ce qu'il y a une progression de la douleur? Du coup, la douleur, elle peut progresser. Alors souvent, elle va fluctuer dans la maladie. Il y a des moments où elle va être plus marquée. Ça peut être contemporain de périodes où la maladie est moins bien corrigée. Ça peut être contemporain d'un problème rhumatologique surajouté. Donc il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer cette variabilité dans l'expression de la douleur. Christine Breffel-Courbon. Oui, juste une petite précision. Simplement, je pense qu'il ne faut pas avoir quand même très très peur. Il y a des gens qui ont la maladie de Parkinson qui n'ont pas de douleur. Donc ça arrive. Ou alors qu'il y a non, mais la douleur n'est pas très importante et n'est pas très invalidante. Il ne faut pas repartir d'ici en se disant ça y est, c'est sûr, maintenant je vais avoir mal. Ce n'est pas du tout le cas. On a fait des études là-dessus, justement, sur le pourcentage de gens qui ont des douleurs dites invalidantes dans la maladie de Parkinson. Alors, dites invalidantes, c'est difficile, mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même, à un moment donné, dans l'évolution de la maladie, il y a quand même entre 60 et 80% de personnes qui vont présenter une douleur. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en général, les gens douloureux, ils le sont dès le début. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu mal dès le début de la maladie, il y a peu de chances pour que la douleur devienne vraiment un problème chez vous. Par contre, effectivement, les gens qui débutent la maladie de Parkinson avec des douleurs, souvent gardent la douleur et elle peut augmenter avec l'évolution de la maladie. D'accord. Alors, on va prendre une autre question. Pardon, excusez-moi. Oui. Voilà. Enfin, j'adresse à vous. Toujours. Est-ce que, comment dirais-je, j'ai oublié. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est la maladie qui fait ça. Bien sûr. Oui. Prenez votre temps. Oui. Est-ce que, comment dirais-je, bon, c'est pas grave. On reviendra vers vous éventuellement. Voilà, une autre question ici. On va prendre au fond, tiens, et puis après on va revenir au milieu. Mademoiselle, ici, il y avait une question devant la dame en noir, mais on va aller au fond, auparavant. Bonjour. Je suis psychomotricien de formation et je suis sophrologue aussi. Et je suis atteint de la maladie de Parkinson depuis 7 ans. Voilà. J'ai une question à vous poser, mais simplement dire auparavant que lorsque je me mets en état de relaxation, au niveau des dyskinésies, il y a une régression. C'est ce que je peux dire. Concernant la douleur, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous situez la douleur dans un champ de l'hypersensibilité? Parce que les émotions ne sont pas les mêmes. Enfin, je ne réagis pas du tout de la même manière
face aux événements. Est-ce qu'on peut faire un lien entre hypersensibilité d'une manière générale et douleur? Voilà, mais c'est tout, quoi. D'accord, on va vous répondre. Professeur Damier. Oui, donc il y a quelques années, on considérait la maladie de Parkinson comme une maladie purement motrice. Et depuis 10 ans, on a vu qu'il y a plein d'autres choses liées à des atteintes d'autres cellules nerveuses que les cellules à dopamine. Donc ça va entraîner ces phénomènes douloureux qui peuvent même être dominants et initiaux dans la maladie de Parkinson. Ça peut entraîner aussi ce qu'on appelle une labilité émotionnelle, c'est-à-dire une plus grande difficulté à contrôler les émotions, donc une plus grande sensibilité, comme vous le disiez. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre hypersensibilité douloureuse et hypersensibilité émotionnelle? Pas direct, mais par contre, c'est des choses qu'on peut rencontrer au cours de la maladie de Parkinson. Du coup, rencontrer en même temps. Et de manière générale, toute majoration, tout phénomène émotionnel va modifier, amplifier la douleur, mais ça chez n'importe qui. Hein. C'est-à-dire, j'entends quelqu'un qui n'a pas la maladie de Parkinson, s'il a une douleur X, bah, le fait d'être peut-être déprimé ou le fait d'être stressé, vous le savez bien, va majorer la douleur. Donc dans la maladie de Parkinson, c'est peut-être multiplié. Merci. Madame. Bonjour, je voudrais revenir sur, du coup, sur ce que vous Micro disiez bien tout à près l'heure. Pardon. Sur ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, les neurologues informent très peu, malheureusement, les patients et les familles sur ce qui est possible de faire. Enfin, je prends mon cas, ma mère est atteinte de la maladie et à aucun moment les neurologues nous ont parlé du traitement de la douleur, des centres antidouleurs, etc. Ma question, c'est également comment gérer la douleur quand on alterne les dyskinésies et les phases de raideur. Parce que c'est vrai qu'on se retrouve face à ce grand problème et on n'a pas réussi, même avec les traitements médicamenteux, parce que, au vu des interactions, elle a très peu de choses. Elle peut à peine prendre du Doliprane. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui est fait en ce sens? Oui, alors c'est un point qu'on a abordé, mais peut-être insuffisamment. Donc on a dit que dans cette douleur, le rôle du déficit en dopamine était important. Donc lors qu'il va y avoir des fluctuations, souvent il va y avoir des variations dans la perception douloureuse, avec une exacerbation des douleurs dans les phases de sous-correction et une moindre perception douloureuse dans les phases de bonne correction. Donc la première chose qu'on va tenter dans le traitement, ça va être de lisser au mieux le traitement possible. Donc dans une situation où les fluctuations éventuellement compliquées de phénomènes dyskinétiques, comme vous décrivez, sont insuffisamment contrôlées par le traitement médicamenteux à notre disposition, on va se poser la question à ce moment-là de traitements plus agressifs. Donc ça peut être les infusions de médicaments sous-cutanés comme l'apomorphine, dont a parlé Anne tout à l'heure, ou de médicaments directement dans le tube digestif comme des gels de dopa, voire chez certains patients, s'il n'y a pas de contre-indication, les techniques de neurostimulation. Et de lisser mieux les choses, on peut améliorer la douleur. J'avais, là, il y a 15 jours dans le service, une dame qui avait des douleurs très intenses, mais quand on interrogeait bien, on voyait que ces douleurs, elles étaient très exacerbée dans les phases de fin d'effet de médicaments et qu'en fait, elle était presque en permanence en fin d'effet de médicaments. Et j'ai dit non, on va pas. Elle rentrait pour qu'on mette en place un traitement tagique. On va plutôt essayer de mieux lisser le contrôle de sa maladie de Parkinson et on l'a passé sous apomorphine. Alors, il a fallu ajuster un peu le traitement, mais là, elle est sortie la semaine dernière. Il y avait déjà pas mal de progrès sur le contrôle de sa douleur. Dans son cas particulier, ça ne veut pas dire que dans le cas de votre maman, c'est l'apomorphine qui est la solution. C'est peut-être autre chose. Parce que quand on dit apomorphine, ça n'a rien à voir avec morphine. C'est un agoniste dopaminergique comme le ropinérol, le cifrol, voilà, etc. Parce que c'est vrai que le terme n'est pas bien choisi. On parle apomorphine, ça fait tout de suite peur. Et puis en plus, en pompe, on se dit morphine, mais qu'est-ce qui se passe? Anne peut probablement témoigner là-dessus. Moi, je suis un bon exemple du chemin du combattant pour les douleurs, parce que j'ai eu un accident de voiture il y a très longtemps, mais j'avais 6 fractures, et donc la moindre crispation vient jouer sur toutes mes fractures, donc en L1 et dans la nuque. Et ça a été très difficile de savoir comment soigner ça, parce que moi, je veux pas trop de médicaments, parce que déjà, je les supporte pas. Et en même temps, il n'y a pas tellement de réponses. Il fallait chercher à anticiper. J'ai porté un appareil dentaire pendant 1 an pour essayer de décoincer ma nuque parce que j'ai des névralgies d'Arnold qui se déclenchent. Et c'est insupportable. Mais
il faut chercher sa façon à soi d'aller chercher à droite, à gauche des soins qui soient peut-être en arrière, enfin qui ne soient pas uniquement le médicament. On a tellement été habitué à être j'ai mal, médicament, qu'on reste sur ce principe-là. Et moi, j'y arrivais pas parce que on me donnait des médicaments qui me faisaient faire des intoxications affreuses. Mais c'est vrai que je le sens le matin quand je me réveille, ça se crispe dans les mâchoires, ça se crispe dans la L1. Et là, j'ai mal. Dès que j'ai mal en L1, je sais que je suis sous-dosée. Mais c'est une connaissance de soi avec d'autres, bien sûr. Mais il faut trouver son chemin. C'est pas facile. Vous reprenez le vieil adage « connais-toi toi-même ». Autre question dans la salle. Madame. Bonjour. Je viens d'être diagnostiquée il y a 3 mois Parkinson et j'ai des douleurs épouvantables dans la poitrine. Donc ça me prend, c'est pratiquement tous les jours. Et si vous aimez mieux, au début, j'ai cru que je faisais un infarctus. Donc j'ai attendu, et puis quand j'ai vu que je ne gérais pas, j'ai appelé les urgences. Sauf que si vous aimez mieux, ça fait déjà 3 fois que je les appelle. Et en fin de compte, au bout d'un moment, bon, ils font les analyses de sang et tout, mais c'est tout, quoi, et c'est plus leur problème. Donc, est-ce qu'on peut diagnostiquer des douleurs qui sont Parkinson, des douleurs qui ne le sont pas, notamment au niveau du sternum et au niveau, vous avez l'impression d'avoir un infarctus. Voilà. Alors, au bout d'un moment, ils me voient tous les 15 jours. Alors, je précise tout de suite, madame, que les médecins qui sont ici sont tous d'excellents médecins, mais on ne fait pas de consultation particulière, donc on va vous donner une réponse générale. Donc je crois qu'effectivement, c'est ce dont on a discuté tout à l'heure. Hein. Parfois, la maladie de Parkinson peut débuter par des douleurs. Je crois que la première des choses à faire, c'est d'aller en parler à votre neurologue, qui va certainement adapter votre traitement anti-parkinsonien. Et je pense que déjà, avec une bonne adaptation du traitement anti-parkinsonien, vous allez moins ressentir ces douleurs-là. Non. En tout cas, dans un premier temps, il faut adapter le traitement anti-parkinsonien. Et ça devrait aller mieux. Voilà, c'est d'ailleurs la même chose que vous disiez tout à l'heure, Philippe Damier. Vous aviez cette dame qui était douloureuse quand elle arrivait enfin. On a rééquilibré un peu, ça s'est amélioré. Autre question dans la salle. Allez-y. Oui, bonjour. Voilà, je voulais savoir si les antidépresseurs pouvaient aider dans la gestion de la douleur. Vous pouvez faire une réponse à 2 voix ou à 1 voix. Alors, les antidépresseurs, oui, parce que d'abord, il faut savoir qu'il y a certains antidépresseurs qu'on utilise dans le traitement de douleurs bien spécifiques. Donc, effectivement, dans la maladie de Parkinson, il y a des douleurs qu'on appelle des douleurs plutôt de type neuropathique et qui peuvent être améliorées par certains antidépresseurs. Donc, effectivement, ça peut être une prise en charge. Tout dépend du type de douleur, de la spécificité des douleurs dans la maladie de Parkinson. Tous les antidépresseurs ne vont pas être efficaces sur tous les types de douleurs. Mais oui, ça peut améliorer les choses, clairement. Oui, juste pour ajouter, donc c'est pas tellement parce qu'ils sont antidépresseurs, c'est la molécule qui va moduler le seuil de perception de douleur. Et comme on a dit que dans le Parkinson, il y a un seuil de perception de douleur qui est modifié, on peut jouer cet aspect-là. Le problème souvent auquel on va se heurter, c'est les effets indésirables de ces médicaments dans une maladie où il y a déjà beaucoup de médicaments et où il y a un cerveau fragile. Mais des antidépresseurs comme les tricycliques, qu'on utilise quand même pas mal en traitement de douleurs chroniques, peuvent être parfois proposés dans cette maladie avec le risque d'effets indésirables. Voilà, d'autant plus que les antidépresseurs ne doivent pas être pris dans des périodes trop longues. Oui, alors là, quand on joue sur le seuil de perception de douleur, on n'est pas sur les doses antidépressives le plus souvent. On est sur des doses qui sont moindres et où on peut les utiliser de façon prolongée. Et il vaut généralement mieux utiliser, alors c'est vrai généralement en douleur chronique, de façon continue ce type de traitement modulateur de la douleur plutôt que des antalgiques comme les morphiniques ou le paracétamol au coup par coup de façon trop régulière qui auto-entretiennent en quelque sorte le phénomène douloureux. Allez-y, autre question. Je ne vois pas, mais... Monsieur, oui. Oui, je suis atteint du Parkinson depuis 2008 et j'ai assisté à plusieurs conférences. Et à chaque fois qu'on me posait la question sur la mémoire, on m'a toujours plus ou moins répondu que le Parkinson n'agissait pas sur la mémoire. Mais moi, je m'aperçois que
plus le temps passe et beaucoup de repères m'échappent, ne serait-ce que sur la route. Même là, je ne suis pas sûr de récupérer ma voiture au parking si ce n'est pas mon épouse. Là, je voudrais savoir si réellement la maladie de Parkinson est concernée par la mémoire. Alors, c'est une question difficile. C'est-à-dire que ce n'est pas le même type d'atteinte de mémoire que ce qu'on va rencontrer dans la maladie d'Alzheimer. Mais par contre, vous avez raison, il y a souvent des problèmes de mémoire dans la maladie de Parkinson. Un peu comme la douleur, c'est multifactoriel. C'est-à-dire que c'est la maladie, c'est l'âge et c'est les médicaments. Et souvent, chez un patient, c'est un peu un mixte des trois. Et bien, le rôle du neurologue va essayer de déterminer quel est le facteur dominant. Donc parfois, de réduire certains médicaments peuvent améliorer les capacités de mémoire. On a certains médicaments qui sont utilisés dans la maladie d'Alzheimer, qu'on peut utiliser dans la maladie de Parkinson et qui peuvent améliorer la mémoire et même souvent sont un peu plus efficaces dans les troubles de mémoire associés à la maladie de Parkinson que dans la maladie d'Alzheimer, parce que ces médicaments sont un petit peu controversés dans le champ de la maladie d'Alzheimer. Donc oui, il y a des choses à faire, mais comme toujours, il faut déjà analyser quel est le mécanisme en cause et ensuite essayer de voir comment traiter ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Alors, on va vous amener les micros. Il n'y en a pas au fond, là, parce que je vous trouve bien endormi, là, au fond de la classe. Ah, ça y est, il y a des mains qui se lèvent. Voilà, je voudrais savoir ce que vous pensez du motilium, parce que moi, j'ai cru comprendre qu'il était plus utilisable. Et ce matin, il y a quelqu'un qui en a parlé. Première Oui, alors effectivement, c'était dans le cadre de la conférence sur l'alimentation, sur la nutrition. Donc la domperidone, parce qu'il faut plutôt éviter de parler des noms de marques, mais dont une marque est Motilium, donc est un médicament qu'on utilise contre les nausées. Il y a eu quelques années une information sur la dangerosité potentielle de ce médicament, parce que effectivement, beaucoup avaient fini par oublier que ce médicament banal pour les nausées était un médicament avec des risques d'effets indésirables, comme tout médicament qui a une efficacité. Un médicament qui n'a pas du tout d'effet indésirable, généralement, c'est qu'il n'est pas efficace. Mais un médicament qui a une certaine efficacité a potentiellement des effets indésirables. Et donc, l'alerte qu'avait voulu lancer le journal Prescrire était de dire, voilà, on a ça dans toutes les pharmacies de France et d'ailleurs, parce que dès qu'on est un peu nauséeux, dès qu'on vomit, on prend un peu de Motilium comme ça. Or, ce médicament peut jouer sur la conduction cardiaque et donner chez certains patients des troubles du rythme qui peuvent être très dangereux. Et du coup, il y a eu un grand mouvement de dire « Oula, c'est dangereux, il ne faut plus du tout l'utiliser ». Or, dans la maladie de Parkinson, c'est un traitement qu'on utilise assez souvent. Alors pourquoi ? Parce qu'une des propriétés de cette domperidone, c'est d'aller bloquer les récepteurs à dopamine en périphérie. Et quand on va donner des traitements pour le Parkinson, c'est soit des précurseurs de la dopamine avec la dopa, soit des agonistes dopaminergiques. Donc pour agir dans le cerveau, ils vont se fixer sur les récepteurs à dopamine. Mais comme ils ne sont pas spécifiques, ils vont se fixer sur des récepteurs à la dopamine aussi dans le tube digestif, dans les vaisseaux, faire baisser la tension, donner des nausées, donner des vomissements. Et donc pour le traitement de la maladie de Parkinson, c'est important de l'utiliser. Alors, ça n'a pas été vain quand même, cette information de « attention, c'est dangereux ». C'est-à-dire que maintenant, quand il y en a besoin, on va l'utiliser, et on va l'utiliser vraiment aux doses minimales et de façon pas trop prolongée. Alors, où on est gêné, c'est qu'aujourd'hui, on ne dispose pas d'études qui disent « est-ce que vraiment la domperidone, c'est dangereux, est-ce que c'est utile dans la maladie de Parkinson ?» Quand on regarde, nous, on n'a pas d'études. Du coup, on ne peut pas aller aux autorités de santé et dire « c'est important qu'on le garde dans le Parkinson ». Donc, il y a une étude qu'on est en train de démarrer pour regarder la domperidone dans la maladie de Parkinson et montrer que ça a un intérêt et une efficacité. Par exemple, pour initier un traitement avec la pompe à apomorphine, on n'a pas d'autre choix que de mettre de la domperidone au départ, sinon les gens vomissent énormément. Voilà, mais en période limitée et à dose minimale. Comme toujours, avec tout médicament, quoi. Alors, au fond de la salle, j'avais vu une main, après on viendra là, mais on va aller un peu au fond. Oui, allez-y, madame. Oui, j'ai été diagnostiquée il y a 10 ans, à la suite de fortes douleurs que j'avais un petit peu partout, qu'on ne savait pas trouver qu'est-ce que j'avais. À la fin, c'était la maladie. Et les douleurs se propagent maintenant sur le ventre. Ce qui fait que j'ai des douleurs intenses la nuit qui m'empêchent de dormir. Et avec ça, ça m'arrive d'avoir une crampe au niveau de l'estomac. Et j'ai l'impression que l'estomac me remonte dans la gorge. C'est horrible.
Et c'est toujours la nuit. Par contre, le jour, je pratique beaucoup d'activités. Ce que je voudrais que les personnes entendent surtout, c'est que là, je n'ai pas mal. Je suis même très souple, même à faire de la gymnastique, ou j'ai mes camarades là à côté de moi qui peuvent en parler. Voilà. Je ne savais pas que les crampes et la douleur en même temps pouvaient se faire. Alors, c'est plus un témoignage qu'une question. En tout cas, pour l'action de la gymnastique, je vous engage à aller assister à la table ronde suivante que nous allons faire autour de la recherche, parce qu'on va justement parler de l'activité physique et de l'importance de l'activité physique en ce qui concerne la maladie de Parkinson. Oui, très, très important. Alors après, si les douleurs sont exacerbées la nuit, il y a peut-être des choses à faire. Peut-être que la correction du traitement anti-parkinsonien la nuit est pas suffisante et il y a des moyens de le corriger. Donc là encore, important d'aller en parler avec son neurologue et de bien analyser les choses. Et parfois, on trouve des solutions. Alors pas toujours, hein, voilà, on n'est pas sur sa fuse, hein, mais il y a des choses à essayer en tout cas. Allez-y, question. Ne pensez-vous pas que l'absence de dopamine altère l'état général des tissus en général, y compris dans la bouche, y compris dans n'importe quelle partie du corps? Personnellement, moi j'avais noté qu'il y a un appareil dentaire, que quand j'ai pas de dopamine, mon appareil flotte beaucoup plus. Et je pense que peut-être l'absence de dopamine fait que ça altère tous les tissus. Je sais pas. On a compris votre question. Nos spécialistes réfléchissent. L'absence de dopamine, ça va jouer sur, entre autres, hein, sur tout ce qui est mouvement. Donc des mouvements, on en fait de partout, y compris dans la bouche et la mobilisation des dents. Donc ce que vous décrivez en période d'insuffisance de dopamine, le dentier qui tient moins bien, si j'ai bien compris, c'est pas surprenant. Alors après, dans la bouche, il y a plein de choses qui se passent, hein, entre autres les médicaments comme ceux à base de dopa ont une certaine acidité, donc abîment pas mal les dents. Hein. Beaucoup de patients avec la maladie de Parkinson vont avoir des problèmes dentaires liés probablement plus aux médicaments, à mon avis, qu'à la maladie elle-même. Autre question au fond. Voilà, j'ai mon mari qui a 26 ans de Parkinson. Il a 75 ans. Il a eu ça à 42 ans. Comment fait-on la part des choses sur les rhumatismes qu'on dit en vieillissant ou l'arthrose et les douleurs de Parkinson? Voilà, en plus de ça, il a un syndrome de la tour de Pise. Alors, inutile de vous dire que les douleurs, elles sont là. Et souvent, les médecins ne savent pas les prendre en compte. Et c'est un coup de Doliprane, de tout ça. Mais bon, il n'y a aucun traitement qui fait effet. Voilà, comment on fait la part des choses entre, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, entre la douleur directement liée à la maladie et la douleur liée à d'autres pathologies? Donc effectivement, c'est très compliqué. Comme on le disait tout à l'heure, peut-être que chez votre mari, effectivement, il y a plusieurs types de douleurs. Il y a même sûrement plusieurs types de douleurs. Et donc c'est vrai que c'est très difficile de faire la part des choses. Alors le neurologue peut, à l'interrogatoire, essayer d'identifier quel type de douleur il présente et il va choisir de traiter la douleur qui est la plus importante. Mais comme on en parlait tout à l'heure, effectivement, pour faciliter cette identification de la douleur, on est en train de travailler sur des outils et des questionnaires qui vont aider aussi bien le malade que le neurologue à précisément faire le diagnostic de la douleur dans la maladie de Parkinson. Et donc, de ce fait, une fois qu'on aura bien identifié les douleurs, on sera plus à même de les traiter de manière efficace. Donc, effectivement, c'est le problème de la douleur à l'heure actuelle. Vous venez de résumer très bien la situation. Quand vous dites qu'on est en train de faire des outils, ça veut dire finalement qu'on s'est préoccupé de cette question de douleur beaucoup plus tard que de la question de la maladie elle-même. Ah oui, clairement. Clairement, la douleur dans la maladie de Parkinson, on a commencé à y réfléchir et à en parler et à l'identifier il y a une dizaine d'années, uniquement il y a 10 ans. Et depuis 2000, oui, ça fait à peu près 10 ans. Ouais. Et depuis 5-6 ans, il y a vraiment beaucoup de recherches dessus au niveau international. Avant, on n'en parlait pas du tout. Moi, quand j'ai commencé mes études de médecine, on disait que la maladie de Parkinson, ce n'était pas une maladie douloureuse. On peut ajouter qu'actuellement, on n'a aucun outil de mesure. Et le premier au monde en train d'être développé, c'est Christine qui est en train de
de le créer et on va le valider à travers le réseau français. Mais il n'y a rien qui existe, hein, même aux États-Unis, au Japon, où vous voulez. Il n'y a pas d'échelle de douleur spécifique pour la maladie de Parkinson. Allez-y. Monsieur. Oui, tout d'abord, bonjour. Moi, je suis atteint de la maladie de Parkinson depuis 2009. On m'avait proposé la stimulation profonde, mais suite à de nombreux tests neuro, ça a été annulé. Donc, il me propose la pompe à dopamine. Et j'ai de l'impatience dans les jambes. Donc, je voudrais savoir ce qu'il en est le résultat de la pompe à dopamine. Merci. Oui, c'est toujours difficile parce qu'on on va répondre de façon générale. Voilà, on va répondre généralement, monsieur. On dit bien qu'on ne peut pas faire de consultation. Consultation, c'est en colloque singulier. Oui. Sur le syndrome des impatiences dans les jambes, le syndrome des jambes sans repos, il peut être effectivement fréquent dans la maladie de Parkinson, puisque dans la genèse de ce syndrome, même quand il est indépendant de la maladie de Parkinson, il a des liens avec un déficit en dopamine, et dopamine au niveau médulaire, et que le traitement de ce syndrome des jambes sans repos est basé sur des traitements dopaminergiques. Donc généralement, s'il persiste ce type de symptômes à certains moments de la journée, là encore, avec les médicaments anti-parkinsoniens, on peut arriver à le corriger. Et on voit parfois d'ailleurs chez des patients chez lesquels on a fait une neurostimulation parce qu'ils pouvaient l'avoir sans trop de risques et avec potentiellement un important effet bénéfique, ou après la neurostimulation on réduit fortement le traitement médicamenteux, on voit apparaître parfois le syndrome des jambes sans repos parce qu'il y avait besoin de dopamine à un endroit où la neurostimulation n'agit pas. Et en particulier, un type de médicament anti-parkinsonien que sont les agonistes dopaminergiques, donc l'apomorphine, permet en général de bien diminuer le syndrome des jambes sans repos. Donc oui, a priori, l'apomorphine devrait améliorer les choses. Question devant. Bonjour. Donc nous prenons malheureusement la conférence en cours. Mon mari a été donc neurostimulé il y a 2 ans maintenant. Il souffrait atrocement. On nous a dit qu'il y avait à peu près que 10% de Parkinsoniens qui souffraient. Lui, vraiment, souffrait atrocement. Depuis la neurostimulation, il n'a plus aucune douleur. Mais il prend donc un cinémètre, voilà. Et lorsqu'il prend cinémètre, il est formel, il ne peut plus parler. Et au bout de 3 ou 4 ou 5 fois, lorsque nous sommes allés à la Pitié-Salpêtrière, on en a parlé, et le professeur nous a dit au bout d'un certain temps, en effet, cela vient certainement du médicament, de l'enveloppe, ou je ne sais plus exactement. Est-ce que c'est possible ou pas? Alors, tout d'abord, il y a quelque chose qui est important que vous venez de signaler. Effectivement, on n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais la stimulation cérébrale profonde, il y a eu des études qui ont montré que cela permettait de diminuer les douleurs dans la maladie de Parkinson. Donc ça, effectivement, ça peut être une alternative thérapeutique chez les gens qui présentent beaucoup de douleurs. Alors, en rappelant quand même que la stimulation cérébrale profonde ne s'adresse qu'à, je crois, 10%, 5%, et qu'il y a des contre-indications et que tous les patients atteints de maladie de Parkinson ne peuvent pas bénéficier de ce traitement. Non, je dis ça pour que demain... C'est clair. Donc tout le monde ne peut pas être traité par stimulation cérébrale profonde. Alors ensuite, concernant la deuxième partie de votre question, effectivement, c'est un peu étonnant ce que vous dites. Alors là aussi, on ne fait pas de consultation, donc je vais rester extrêmement général. Mais en général, c'est plutôt les difficultés de parole sont plus rattachées à la stimulation cérébrale profonde qu'aux médicaments. Donc je suis un peu étonnée. Voilà. Mais encore une fois de plus, ce n'est pas une consultation, donc on ne peut pas conclure. D'accord. Une question au fond. On a encore 3 à 4 minutes. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je voulais savoir si la maladie de Parkinson peut induire des tendinites. Alors, la maladie de Parkinson... Vous permettez, on va donner d'abord à... Oui, pour moi, oui, parce que souvent, quand je fais des crises de dystonie ou de dyslexie, j'ai une sorte de douleur sous l'omoplate qui est pour moi une tendinite. Alors j'appelle ça une tendinite parce que personne ne m'a dit comment ça s'appelait. Mais c'est vrai que c'est terriblement douloureux et ça vient de ces mouvements saccadés qu'on a. Forcément, ça crée des tensions et pour moi, donc c'est une tendinite.
Bah voilà, Je bah parle vous avez surtout parfaitement de- répondu, j'ai rien à rajouter. Je Effectivement. parle surtout de tendinite au tendon d'Achille. C'est extrêmement douloureux. Alors, une tendinite au tendon d'Achille. Alors, la maladie de Parkinson, à ma connaissance, n'entraîne pas de tendinite au niveau du tendon d'Achille. Par contre, il y a plein de causes, qui peuvent, d'autres pathologies, même des médicaments, qui peuvent être responsables de tendinite au niveau du tendon d'Achille. Et encore une fois de plus, comme on l'a dit tout à l'heure, comme dans la maladie de Parkinson, il y a un abaissement du seuil de la douleur, votre tendinite, vous allez la ressentir encore plus que, en tout cas de manière beaucoup plus intense, parce que vous avez la maladie de Parkinson. Mais je pense qu'il n'y a pas réellement de rapport entre la tendinite du tendon d'Achille et la maladie de Parkinson. Ou en tout cas, pas de rapport direct. Mais si le Parkinson est prédominant, dans votre cas particulier, sur le membre inférieur, on peut imaginer que la motricité n'étant pas optimale sur ce membre inférieur, sur cette articulation, ça ait pu favoriser l'apparition d'une tendinite. Donc il n'y a pas de lien direct, mais il peut y avoir des liens indirects. On va prendre 2 questions encore. Une, 2. Ça dépendra de la longueur des réponses. Moi, je voudrais savoir au niveau d'antidépresseurs, pendant combien de temps on peut les prendre? Alors, c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Comme c'est en dose plus faible que les antidépresseurs qu'on prend quand on est en dépression, on peut les prendre plus longtemps que ce qu'on dit habituellement pour un antidépresseur, qui je crois est limité à entre 1 et 3 mois. Alors, tout dépend. Ouais, en tout cas, pour la douleur, encore une fois de plus, pour la douleur, on peut prendre un antidépresseur pendant des années. Pour Parkinson. Alors, pour la dépression ou pour les syndromes anxio-dépressifs, ben là, ça va dépendre, en général, c'est plusieurs mois et ça va dépendre de l'efficacité des antidépresseurs. Disons que ce qui n'est pas satisfaisant, c'est que il ne faut pas démarrer un traitement antidépresseur et oublier qu'on prend un antidépresseur et continuer à le prendre pendant des années si on n'en a plus besoin. Il faut toujours réévaluer. Quand ça va mieux, on peut arrêter l'antidépresseur. 4 mois. Bon. 4 ans. 4 ans. À 4 ans, pardon. Ben voilà, parfois c'est nécessaire et c'est à voir avec le neurologue qui vous suit parce que peut-être qu'il estime qu'effectivement vous en avez besoin. Allez, dernière question, madame. Ou monsieur. Oui, vous aviez déjà posé une question. Tant pis, monsieur. Bonjour, excusez-moi. Je suis arrivé un petit peu en retard. Bon, peut-être la question a-t-elle été posée déjà. Je m'en excuse. Le syndrome de Guillain-Barré, est-ce qu'il n'y a pas de risque de confusion avec la maladie de Parkinson, au début en tout cas? Alors non, là vraiment, non. Les symptômes n'ont strictement rien à voir. Voilà, réponse très courte. Donc on peut vous prendre, madame, la question. Vous souhaitiez poser une question. On vous amène le micro. Voilà. Excusez-moi. Je posais la question concernant les problèmes au niveau des yeux, que la vision se trouble en fin de journée beaucoup, une hypersensibilité à la lumière. Est-ce que c'est dû à la maladie de Parkinson? Alors, dans la maladie de Parkinson, oui, il existe des anomalies au niveau de la vision. Alors, il y a plusieurs choses qu'on connaît bien, notamment il y a la vision des contrastes est moins satisfaisante, la vision des couleurs également est altérée. Donc, effectivement, il y a plusieurs symptômes qui peuvent être en rapport avec la maladie de Parkinson. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants. Je voudrais vous rappeler qu'à 14h45, on se retrouve pour ceux qui le souhaitent dans l'amphi Gaston Berger. C'est, je crois, un étage au-dessus. On va parler recherche. Et puis d'ici là, vous pouvez vous rendre dans les différents espaces qui sont disponibles. Librairie, espace d'échange, e-learning, auto-questionnaire, démonstration de rééducation et de sport. Sans oublier la visite à vos comités Parkinson. 14h45, amphi Gaston Berger pour la recherche.